Voilà, on va démarrer avec Didier Deninx. En fouillant dans ma bibliothèque, j'ai retrouvé un premier livre dédicacé en 1990 au Mans, où on était venu te voir, puisqu'à l'époque, on créait à Fleuranges une association qui existe toujours par ailleurs, qui s'appelle Polar sur la ville. Et je crois que vous avez été, Didier, un de nos premiers invités. Et puis, on avait tenté de vous inviter en 2020, en se disant que quand on a créé des mots et débats, un des premiers auteurs qu'on avait envie de voir, parce qu'on s'est croisés évidemment plusieurs fois au cours de ces années. Mais malheureusement, il y a un méchant virus qui nous a empêchés à ce moment-là de nous voir. Donc, on est très heureux de vous recevoir ce soir ici. D'autant plus qu'on a ouvert notre saison le 1er septembre avec Jean-Pierre Sakoun, qui est venu nous parler de Missak Manouchian. Et on parlera évidemment tout à l'heure de Missak Manouchian, parce que s'il est entré au Panthéon, vous y êtes pour beaucoup, comme d'autres qui ont participé au comité pour sa panthéonisation. Je voulais qu'on démarre, Didier, avec une petite lecture, un texte qui fait partie de cet énorme pavé que vous trouvez là-bas sur la table de la librairie, le roman noir de l'histoire, qui est sorti en 2019. C'était pour ce livre-là qu'on souhaitait vous inviter à l'époque. Je me suis replongé dedans ces derniers jours et j'ai trouvé un texte qui était, je trouve, assez approprié au lieu dans lequel on est. Et je voulais que vous en lisiez quelques passages. Oui, c'est un texte qui a été écrit à côté de Valenciennes, à Try-Saint-Léger, qui était une petite ville de la sidérurgie, et où j'avais passé une quinzaine de jours avec le dessinateur Mako, qui a fait les dessins sur Manouchian. Et c'est une de nos premières collaborations. Et donc, c'était pour rendre compte un petit peu de ce qui se jouait dans le coin de Try-Saint-Léger. Mais on dirait qu'on est à Ucange. Ouais, ouais. Donc voilà, des petits morceaux. Il contourna un bloc de béton hérissé de ferraille rouillée et poussa la porte d'un atelier vide qui devait abriter jadis la régie électrique. Des oiseaux affolés s'envolèrent à son approche et allèrent se heurter aux verrières. Des milliers de contacteurs jonchaient le sol. Il en éparpilla un tas de la pointe du pied avant de poursuivre son chemin. Les soubassements massifs des hauts fourneaux avaient laissé la place à un simple mur d'enceinte. Une porte, semblable à celle d'un fort, donnait accès au cœur de l'usine. Le passage incessant des camions des entreprises de démolition avait transformé le sol en bourbier et il préféra escalader le talus envahi par les ronces plutôt que de patauger dans le mélange de terre grasse et de suie. Il ne put réprimer un cri de joie en découvrant les éléments de la ligne démontée entassée près des vestiges noircis d'un four. Éclises, boulons, rails, tire-fonds, traverses, leviers d'aiguillage, tout attendait sagement d'être convoyé vers les dépôts ou des ateliers de recyclage. Il n'y avait pas si longtemps, des milliers d'esclaves s'épuisaient dans cet univers de pyramides sidérurgiques, gavant de minerais les bouches insatiables des hauts fourneaux, guidant de leurs pinces géantes les mortels serpents d'acier liquide. Là-bas, à l'endroit où la ligne de chemin de fer, le canal et l'autoroute confondaient leurs tracés, au-dessus de la vieille entrée, un graffiteur désespéré adressa un pied de nez à l'histoire en se contentant de rajouter une jambe à Usinor pour en faire Usimor. Il promena son regard dans les allées désertées vers les interminables toits de tôle du train universal, et c'est là qu'il les vit. Deux hommes vêtus de bleu, grimpés sur un petit échafaudage mobile, la tête recouverte de casques de soudeur, prenaient des mesures, traçaient des lignes blanches au flanc d'un gros tuyau d'aération accroché tout au long du mur de l'atelier principal. Merci Didier. Deux hommes en bleu sur la scène ce soir. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, tiens, vous avez mis tous les deux vos bleus de travail. C'est approprié. Alors, dans les questions tout à l'heure, j'ai mis quelques-uns des livres publiés au cours de ces dernières années. J'ai mis un petit peu peut-être les plus récents ou les plus emblématiques. Moi, je me souviens, une des premières lectures, c'est Meurtre pour mémoire, notamment. On parlait tout à l'heure au collège de Cannibal, et on y reviendra évidemment tout à l'heure. On reviendra évidemment sur Missak. Plusieurs collégiens ont posé cette question, et on va la poser juste pour introduire. Combien vous avez écrit de livres, Didier Deninx? C'est assez impressionnant.
et pourquoi, comment l'écriture est arrivée dans votre vie assez tardivement, puisque vous aviez un autre métier, un peu lié au livre d'ailleurs. Donc j'aimerais juste qu'on introduise un petit peu par là, et ensuite on ira se balader à travers votre œuvre. Oui, moi, je n'étais pas fait pour l'écriture. Et donc, l'écriture est arrivée après une première vie de lecteur. Donc, j'étais dans une famille où il n'y avait pratiquement pas de livres à la maison, mais j'ai eu la chance qu'un voisin, on habitait un HLM et on était au rez-de-chaussée, au premier étage, il y avait le père d'un copain qui était cuistot dans un restaurant. Et il achetait toutes les semaines tous les livres de poche qui paraissaient. Donc, il avait le numéro 1 et tout. Il avait une collection complète. Et d'un seul coup, j'ai puisé dans cette collection tout petit. Et je suis tombé dans l'amour, la passion de la lecture. Et j'ai eu la chance qu'il me passait tous les bouquins qu'il y avait là sans hiérarchie. Donc, j'ai lu des choses qui n'étaient pas pour mon âge, comme ça. Et j'avais des discussions littéraires avec lui. Quand j'avais terminé un bouquin, il me disait... ça t'a plu? Et je disais oui, il me dit, prends-en un autre. Et donc ça a été pendant des années la seule conversation littéraire que j'ai eue avec lui. Et il y avait un impératif, c'était de remettre le bouquin avec son numéro entre les numéros précédents et le numéro suivant. Et donc grâce à lui, il n'y avait pas de bibliothèque. Il y avait une bibliothèque, j'habitais au Aubervilliers. Et la bibliothèque, comme c'était un endroit où je suis allé une fois, il fallait mettre des patins. Donc, fallait pas parler, fallait pas toucher au livre, et donc c'était les règlements de l'époque. Donc il y a eu ça, et puis j'ai eu un pote aussi qui a été très important dans l'ouverture comme ça à la culture. C'était un fils d'un capitaine de l'armée républicaine espagnole, un vaincu de l'Espagne, qui était devenu peintre d'intérieur, quoi. Et donc, il s'appelait Denis Fernandez Ricatala, et puis il y avait encore 2 ou 3 autres noms derrière. Et il bossait avec son père, et il écoutait France Culture du matin au soir, comme ça. Et donc, il avait une érudition, et donc je suis tombé... dans l'amour aussi de l'histoire du mouvement surréaliste, après des écrivains américains du début du 20e et tout. Donc c'est comme ça que ça s'est formé. Et puis pour le passage à l'écriture, c'est que au moment de 68, mais un petit peu avant, comme ça, il y a eu des révolutions dans la littérature française, et les 3 principales pour moi, ça a été la manière dont quelques auteurs comme Jean-Patrick Manchette ont bouleversé le roman policier français. Donc d'un seul coup, il y a eu véritablement un roman policier qui intervenait dans la modernité du style. Il y a eu une chose extrêmement importante aussi, c'est la naissance de la bande dessinée pour adultes, avec Charlie Hebdo et ainsi de suite. J'avais un copain avec qui je faisais des petits strips, où je faisais des scénarios, mais j'étais pas crédité, et qui les plaçait à Harakiri. Et en même temps que je travaillais en imprimerie. Et puis la 3e chose, ça a été assez bref, mais vraiment important, ça a été une science-fiction prospective française qui posait les questions qui nous occupent aujourd'hui sur l'écologie, sur la fragilité des planètes et tout. Donc il y a eu tout ça. Et ça a modifié pour moi, ça a modifié véritablement le rapport à l'écriture. Et puis, avant la crise de la sidérurgie, il y a eu une crise qui est passée plus inaperçue, mais quand même, ça a pas mal remué. Ça a été la crise de l'imprimerie avec l'arrivée de la mécanographie, puis après de l'informatique, et où ça a licencié énormément, surtout le Livre Parisien, qui est avec un syndicat qui protégeait énormément le monde de l'industrie de l'imprimerie, comme ça, qui a été cassé par une grande grève qui était la grève du Parisien libéré, et tout. Donc c'est les années milieu des années 70, et pour la première fois je me suis retrouvé au chômage, et j'ai utilisé le temps de chômage. Alors il y avait un type qui était Premier ministre, qui était le meilleur économiste de France, il s'appelait Raymond Barre, et il s'était gouré, enfin ses services s'étaient gourés dans l'indemnisation du chômage. Quand je suis tombé au chômage,
on était indemnisé 110% du salaire. C'est-à-dire qu'ils comptaient les dimanches et tout, je sais pas, ils s'étaient plantés. Et donc, je gagnais plus au chômage et tout, donc j'étais un profiteur. Mais avec la complicité quand même du Premier ministre. Et donc, mon temps de chômage, je l'ai utilisé pour écrire un roman, c'est-à-dire je lisais Manchette, je lisais tous les auteurs, Jean Amila et tout, et je me suis dit, mais ce qu'il raconte, comment ça me concerne, et j'ai peut-être des choses à raconter moi aussi. Donc ça s'est fait de cette manière-là. C'est une époque qui crée la possibilité pour un jeune ouvrier de se dire qu'il pouvait publier un bouquin, quoi. Donc on vient d'apprendre que c'est grâce à Raymond Barre que Didier Deninx s'est mis à écrire, que c'est finalement peut-être Raymond Barre qui est responsable finalement de la chute de Maurice Papon voilà. Après, grâce à la mort. Alors que Raymond Barre a témoigné à Bordeaux en faveur de Maurice Papon, ce qu'on a oublié. Il aurait pu témoigner en faveur de Cahuzac, puisqu'on a découvert après qu'il avait des comptes en Suisse. Donc c'était un personnage de roman assez intéressant. Vous avez tenté aussi, en publiant autant, de revitaliser finalement la filière de l'imprimerie, c'est ça aussi? Pourquoi? En écrivant autant. Oui, voilà. Oui. On a parlé un peu de littérature policière. Je lisais dans une interview récente, publiée cette semaine dans le Républicain Lorrain, que vous déclariez aujourd'hui ne plus écrire cette littérature, mais ça fait longtemps que ce qu'écrit Deninx, c'est au-delà de la littérature policière, que c'est une vraie littérature sociale, probablement, non? Oui, non, le roman strictement policier m'a jamais véritablement intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est les auteurs qui se servaient de la modernité du roman policier. C'est-à-dire que le roman policier, dès le départ, quand on le prend de cette manière, c'est un roman qui travaille sur les traces. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui a détruit l'ordre social et la manière d'arriver à agripper la personne ou le moment qui a conduit au désastre est totalement inaccessible. Et on va essayer de trouver la manière de désigner le responsable du malheur commun. Et c'est avec des traces, c'est la dactylographie, maintenant c'est l'ADN, c'est l'immensité des traces. Les traces aussi immatérielles qu'une personne a laissées dans le souvenir de ceux qui l'ont croisé. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans le roman policier. Mais quand vous lisez Georges Perec, il travaille exactement sur les traces, tout ce qu'il a fait sur la rue Villain, sur l'effacement et tout. Il a essayé d'épuiser le travail littéraire sur les traces. Et il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et puis la structure d'attente qu'il y a dans le roman policier, c'est-à-dire le côté comme ça de l'énigme et puis de l'espèce de gourmandise qu'on a à tourner la page. Donc ça, et après, c'est comment des préoccupations qui ne seraient pas de l'ordre du roman policier arrivent à se mettre dans cette structure. Et l'expérience montre que c'est une structure increvable. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur avec un petit peu d'attention, un petit peu de talent et tout. On arrive à aborder des sujets absolument surprenants. Donc voilà, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse toujours. Vous parlez des traces de l'histoire. Vous parlez aussi des morsures de l'histoire. Vous dites que ce que j'aime faire, c'est lire entre les lignes de l'histoire. Les sujets que vous avez abordés, votre façon d'écrire, votre besoin de raconter, de témoigner de l'histoire, de témoigner des événements de l'histoire, c'est aussi, me semble-t-il, une histoire familiale. Oui, vous portez aussi une histoire familiale qui vous a façonné. Oui, le premier bouquin qui a fait événement, c'était Meurtre pour mémoire. Et Meurtre pour mémoire, ça vient directement de ma vie de gamin. C'est-à-dire que la justice française a condamné Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité en 1998. Moi, le 8 février 1962, j'avais 13 ans,
j'avais pas encore 13 ans, je savais que Maurice Papon était un assassin. C'est-à-dire que il y a eu un attentat terroriste de l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui voulait conserver l'Algérie à la France, et qui avait jeté une grenade contre le domicile de André Malraux, qui était ministre de la Culture du général de Gaulle. Il y avait une gamine qui était là et qui a eu le visage ravagé par l'explosion de la grenade. Elle s'appelait Delphine Renard, elle vit toujours. Elle a perdu un œil, elle est devenue aveugle il y a 2 ans. Et il y a eu une grande manifestation dans les rues de Paris, puis partout en France, il y a eu des manifestations. Et lors de cette manifestation à laquelle participaient beaucoup de gens de ma famille, la police de Maurice Papon a matraqué. Il y a eu 8 morts. Et parmi les morts, il y a eu une amie de ma mère, une des meilleures amies de ma mère, et une femme que je connaissais, puisque j'allais chez elle voir la télé. C'était une des rares personnes qui avait la télé. Elle s'appelait Suzanne Martorell. Et quand les gens sont revenus de la manif le 8 février 62, tout de suite, ils ont dit Suzanne a été tuée, et elle a été tuée par Maurice Papon, la police de Maurice Papon, mais donc moi, je le savais. Et donc, quand je suis devenu écrivain, j'ai rien eu de plus urgent que d'écrire sur le 8 février 62. Donc ça a pris la forme de Meurtre pour mémoire, parce qu'en travaillant sur le 8 février, je me suis aperçu que quelques mois avant, 4 mois avant, il y avait eu le 17 octobre 61, où la même police de Papon avait attaqué la manifestation pacifiste des Algériens, et il y avait eu entre 70 et 200 morts dans les rues de Paris le 17 octobre 1961. Donc voilà, les choses se sont faites. Mais quand vous travaillez sur des sujets, le réel, vous prenez le réel et vous le mettez à nu comme ça, il y a une sorte de retour de bâton. Quand j'ai travaillé sur Meurtre pour mémoire, donc c'était en 1983, le livre paraît fin 83. Dans les interviews, je dis que Maurice Papon est un assassin, et je fais le lien. Le livre fait le lien entre 1942 à Bordeaux, donc la participation de Papon à l'extermination des Juifs de la région de Bordeaux, et la guerre d'Algérie. Et en 1986, donc pour les 25 ans de l'événement, du massacre d'octobre 61, il y a la presse algérienne me demande un article. Et j'écris un article. Alors il y avait Jean-Luc Enaudi à qui on avait demandé un article, et Pierre Vidal-Naquet. Et moi, on me demande un article, et j'écris un article et je le termine par les 3. J'avais retrouvé quatre noms de victimes d'octobre 61. Personne n'avait fait d'enquête à cette époque-là. Aucun historien n'avait produit de travail scientifique. Et donc, j'avais 4 noms. Et je termine l'article en disant un tel pour mémoire, un tel pour mémoire. Et j'avais le nom d'une femme, je ne savais pas qui c'était, qui avait été tuée le 17 octobre, Fatima Bédard pour mémoire. L'article paraît, il est repris par le journal L'Humanité. Et il y a dans une entreprise de Montreuil, il y a quelqu'un qui voit Fatima Bédard, et sa copine qui travaille avec elle, elle s'appelle Bédard. Elle dit tiens, il y a une Fatima Bédard. Et Louisa Bédard voit le nom comme ça, et c'était sa sœur aînée qui avait été tuée à l'âge de 15 ans, ça je l'ignorais complètement, et c'est la plus jeune victime du 17 octobre 61. Elle a écrit à Gallimard, à la Série Noire, en disant comment ça se fait que cet écrivain qui a publié chez vous parle de ma sœur et tout, qui s'est suicidé le 30 octobre 61. Ce qui fait qu'on s'est rencontrés, donc vous vous retrouvez devant quelque chose qui vous sidère complètement. Et en fin de compte, on a pu mener une contre-enquête avec Jean-Luc Enaudi, et on s'est aperçu que la gamine a disparu le 17 octobre 61, qu'elle est allée à la manifestation contre l'avis de ses parents, et qu'elle a été tuée par la police. Et ensuite, on a fait pression sur la famille pour que le père signe un papier comme quoi s'était suicidé le jour où on a retrouvé son corps dans une écluse d'Aubervilliers, l'écluse des Vertus. Ça ne s'invente pas comme ça et tout. Et donc, on a élucidé la mort de la plus jeune victime du 17 octobre 61. Donc, moi, le travail que j'ai fait en littérature, il y a toujours ces allers-retours entre le fait de toucher
à des moments comme ça cruciaux qui étaient passés complètement sous silence et que d'un seul coup, vous avez une sorte de retour de bâton. Et je suis devenu très ami avec cette famille, avec le petit frère de Fatima, qui se souvenait quand il était gamin, il avait 3-4 ans, et il traversait Aubervilliers, Stein, Saint-Denis avec sa mère, qui recherchait sa fille, comme ça, pendant des jours et des jours et des jours. Donc d'un seul coup, l'histoire, c'est ça, quoi. C'est pas l'histoire qui est passée au congélateur et tout. C'est tout ce qui fait l'attachement comme ça et qui fait que d'un seul coup, l'histoire, c'est la vie des gens, quoi. Ouais, c'est une des histoires qu'on retrouve dans ce Ouais. gros pavé de 800 pages. Il y a 77 nouvelles, des choses qui ont déjà été publiées ailleurs, mais qui sont réunies là, avec une préface incroyable aussi et instructive d'un historien, du coup, Patrick Boucheron. Et on voyage effectivement avec ce livre-là, finalement, dans toutes vos œuvres, et ça donne envie de relire certains de vos romans. Puis c'était marrant, c'était la rencontre de la série noire et du Collège de France, donc c'était marrant. Oui. Je vous ai demandé, Didier, parce que j'aime bien faire ça, enfin on le fait souvent à des mots et débats, c'est des traces de ce que vous êtes, parce que ça permet de rentrer justement dans votre œuvre par différentes portes. Et je vous ai demandé une image, vous en avez choisi une que je vais vous demander de commenter. C'est La péniche aux enfants de Willy Ronis. Oui, c'est une des grandes rencontres de ma vie, c'est Willy Ronis. Je l'appelais le Nelson Mandela de la photo. Donc ça le faisait marrer et tout. Mais j'ai toujours pensé que si des gens comme ça, de cette qualité humaine, au lieu qu'il y en ait quelques dizaines par pays et par siècle, s'il y en avait quelques centaines ou quelques milliers, on serait sorti de l'ornière, quoi. Et Willy Ronis, il a fait cette photo, qui est une photo incroyable. Il était en maraude dans Paris, dans les années 50, et il était sur un pont, pas loin de Notre-Dame, et d'un seul coup, il voit arriver face à lui un train de péniche, et il voit ce train de péniche. Alors, il m'a montré la planche contact. Donc, il a une vingtaine de photos avant, et il fait des photos qui sont des photos super cadrées, extraordinaires, comme là, vraiment, le cadrage est miraculeux, et les photos sont intéressantes, mais elles n'apportent pas énormément de choses. Et il est là en train de photographier, et d'un seul coup, il voit que dans une péniche vide, il y a des enfants qui sont en train de jouer. Il y en a un sur un tricycle, il y en a un autre comme ça. Il voit ça, et il court à toute vitesse de l'autre côté pour voir sortir la péniche qu'il vient de voir de l'autre côté du pont, et il fait une seule photo. Et c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais c'est-à-dire que là, il y a la concrétisation, la cristallisation de tout le travail, de dizaines d'années du travail de Willy Ronis, là, sur cette photo. C'est une de ses plus grandes photos. Il y a le nu provençal, bien sûr, et tout. Mais cette photo-là, c'est la photo humaniste, c'est Paris, c'est les péniches, c'est l'enfance, c'est le jeu, c'est absolument extraordinaire. Et la rencontre de Willy Ronis, ça se fait... ma femme travaillait au Salon du Livre de Jeunesse, qui avait été créé par quelqu'un qui s'appelait Gendron, qui était un type qui avait bossé avec Gatti et tout. Et il partait vers de nouvelles aventures, et ils avaient décidé de lui offrir un cadeau. Et ils avaient confié à ma femme le fait de trouver un cadeau pour ce type qui avait et tout. Et elle me dit, qu'est-ce que... et tout. Et je savais qu'il avait vécu à Aubervilliers, qu'il avait travaillé à Aubervilliers avec Armand Gatti et tout. Je connaissais une partie de sa vie. Et puis avec le père de Chichin, le mec le groupe des Rita Mitsuko et tout. Donc c'était tout ça. J'ai dit une photo de Ronis et tout. Et elle en parle, ils disent ouais, une photo de Ronis. Ben, comme tu as eu l'idée, mets-toi en contact pour acheter une photo originale à Willy Ronis. Donc ma femme revient, me dit tu m'as mis dans la merde. Comment on fait pour acheter une photo de Willy Ronis? Et moi, comment je fais mon costaud? Je dis, c'est simple, pour appeler Willy Ronis. Alors, il y avait un instrument à l'époque qui s'appelait le Minitel. Je dis, et je lui fais le coup, comme ça, je dis Willy Ronis, Paris et tout, schling.
Willy Ronis, 47 rue de Lagny, pas numéro de téléphone. Il était sur le bottin, quoi. Et donc, on téléphone, et Willy Ronis, on dit, on voudrait vous acheter une photo. Ah bah, passez me voir, vous êtes libre mardi à quelle heure? Et on s'est pointé 47 rue de Lagny chez Willy Ronis. Il nous a montré des photos. On est tombé sur une photo qui se passe à Aubervilliers, qui est géniale aussi. Et il a fait faire un tirage. Et moi, je ne savais pas que si le photographe signe avec une dédicace, ça augmente le prix très sensiblement. Donc, j'ai dit, vous pourriez la signer. Donc, il la signe. Mais c'est la naïveté, quoi, et tout. Et puis, avant de partir, je venais de publier chez un petit éditeur libraire, Folie d'encre, un petit bouquin qui s'appelait Rue du Globe. Et donc, je laisse mon bouquin, je dis, bah voilà, je suis écrivain, j'ai écrit ce petit truc-là, je vous le laisse et tout. Et 3 jours après, Monsieur Danin, chez Willy Ronis, j'ai lu, il y a une nouvelle, faut m'expliquer, venez manger avec moi et tout. Et donc, je suis allé manger avec Willy Ronis, et là, c'est une amitié qui a duré 20 piges. 20 ça a donné des livres aussi. Hein, des livres, des voyages avec lui, enfin des choses fabuleuses, quoi. Donc, mais ça se passe dans la simplicité avec des gens pareils, quoi. Ce Paris-là, mais c'est aussi celui de Douaneau, c'est aussi celui de Prévert, c'est celui de Déninx. Paris, la banlieue. Vous avez cité une ville évidemment importante dans votre parcours, c'est Aubervilliers, ou Stein, ou Saint-Denis, où vous êtes né. Ouais. C'est aussi des endroits, les bords de Marne, les quais de Seine, qui sont dans vos livres. Oui, mais par exemple, quand j'étais animateur à Aubervilliers, animateur dans une petite maison de quartier comme ça, j'ai fait une exposition Prévert, bien sûr. Et comme il y avait une exposition Prévert, on avait fait une mise en scène. On était en 76, fin 76, et Prévert était très très malade. Par un copain journaliste, Jean-Paul Liégeois, spécialiste de Prévert et tout, qui a beaucoup travaillé avec lui, je dis, est-ce que Jacques Prévert pourrait venir dans la MJ de quartier du Pont-Blanc à Aubervilliers? Il me dit, non, il est trop malade et tout. Il dit, mais je veux voir. Et on a fait un après-midi avec Pierre Prévert qui s'est pointé, Raymond Bussière, avec sa femme Annette Poivre. Et donc, il y avait le groupe Octobre qui était là. Donc, j'ai passé une journée. Et ils sont venus comme ça par amitié. On tourne un film d'après un de mes bouquins avec Médondo, qui est venu ici. Qui est venu ici à Florence avec Charlie Boer et tout. Et il me dit, tu connais Douaneau, est-ce que Douaneau, il ne pourrait pas venir faire des photos de plateau? Donc, j'envoie un message à Douaneau. Il est resté 3 jours. Il a fait des photos gratos comme ça, par amitié. Donc, ce monde-là, c'est un monde solidaire, c'est un monde de simplicité et de solidarité. Donc, voilà, je crois que ça existe toujours. Donc, faut oser cogner aux portes, faut oser le faire, quoi. Et bon, cette histoire avec le groupe Octobre, pareil, elle est dans le roman noir de l'histoire. On parlait de Valenciennes tout à l'heure. On pourrait parler le premier roman se passe en Alsace aussi. Mais, par exemple, Valenciennes, quand on est dans ce coin de la sidérurgie qui a été détruite et tout, il y avait les jeunes sidérurgistes qui avaient besoin d'être en rapport direct avec le métal. Et il y avait une cinquantaine de jeunes qui avaient fait une sorte d'association de sculpteurs sur métal. Et ils faisaient des expositions sauvages sur les ronds-points, bien avant les gilets jaunes. Et c'était ils travaillaient la matière, ils avaient besoin de ce contact direct avec la matière. Et la nouvelle dont j'ai lu des bribes comme ça parle d'un de ces sculpteurs comme ça qui est sur le chantier de déconstruction et qui essaye de trouver des éléments pour faire une sculpture et transformer le désastre de la sidérurgie en œuvre d'art. Donc ça parle de ce qui se passe en ce moment ici, quoi. Et je reviens parce que là aussi, ce qui est très présent dans vos livres, c'est le territoire, les territoires, ce besoin d'aller sur les territoires. On ira tout à l'heure d'ailleurs en Kanaki ensemble.
Mais je pense à Playback aussi, qui est écrit tout près, là, entre Villerue et Mont-Saint-Martin. Ouais, ouais. Mais Playback, c'est pareil. Julien, il y avait un copain qui était maire adjoint à Mont-Saint-Martin, Roger Martin, et qui m'avait invité, plusieurs fois, à venir parler des bouquins dès le départ, dès les premiers mois où j'ai publié. Et puis un coup, je suis venu comme ça. Puis il y avait quelqu'un, j'ai oublié son nom, qui était secrétaire général de la ville de Longwy. Sa femme était peintre et tout et tout. Donc je suis venu, je suis resté pas mal de temps et je suis tombé sur quelqu'un qui était un des créateurs du festival du film italien, qui s'appelait Manichetti. Et j'ai discuté avec lui, mais surtout il m'a fait rencontrer, et le déclic de l'écriture du bouquin, c'était la rencontre avec sa mère. Et donc je rencontre sa mère et on discute du pays, là, du PIO. Et à un moment, elle me confie qu'elle a fait une dépression nerveuse qui a duré plusieurs années, et elle m'explique pourquoi. Et ils habitaient à côté des usines, là où il y avait toutes les cantines. Et donc, elle a passé son enfance, elle a passé toute sa vie et tout, dans le bruit des 3-8, des relèves, dans le bruit des camions, dans le bruit des cantines, des gens qui s'engueulent, tout ça. Et elle m'a donné la date, donc c'était 67 ou 68, et elle me dit, tel truc et tout, l'usine a fermé. Et d'un seul coup, les cantines ont fermé, le bruit a disparu et le silence a envahi ma vie. Et la dépression, elle était venue d'un seul coup de tout l'univers sonore, qui est un univers agressif. Mais tout ça, d'un seul coup, il y avait la disparition du boulot, il y avait de toutes les habitudes, mais il y avait quelque chose il y avait un blanc comme ça dans sa vie qu'elle n'a pas supporté. Et donc d'entendre quelqu'un qui vous confie ça, j'ai commencé à travailler, et puis j'ai rencontré l'équipe des gens qui avaient fait un film qui s'appelait L'anniversaire de Thomas. Et l'anniversaire de Thomas, en fin de compte, c'était Thomas, le four Thomas, c'est-à-dire le fait que le minerai de la région était un minerai pauvre qui n'était pas rentable, et que d'un seul coup, un ingénieur invente un four qui valorise ce minerai, et d'un seul coup, ça devient rentable. Et Longwy, Villerue, d'un seul coup, on a les cahutes qui se construisent sur tout autour, comme ça, la ville Far West, la ville en bois et tout. Et ils m'ont expliqué un cycle qui est la ville de Villerue. Et d'un seul coup, tous les immigrés venus d'Italie et d'ailleurs qui se mettent là. Et peu à peu, cette ville provisoire se solidifie. Et peu à peu, les gens qui sont là deviennent l'épicier du coin et ainsi de suite. Et puis ça monte. Puis on devient ingénieur, on devient autre chose et tout. Puis peu à peu, les gens qui sont venus d'ailleurs, comme ça, deviennent majoritaires et ils deviennent conseillers municipaux, puis après maires, puis après conseillers généraux, puis après députés. Et quand ils ont tous les pouvoirs, on ferme l'outil. Et il y a la dégringolade, la désindustrialisation et tout. Et donc, d'être devant un endroit où il y a eu un cycle complet d'industrialisation et de désindustrialisation avec les épisodes de la résistance, la manière de payer le prix du sang aussi pour être dans ce pays-là. D'un seul coup, quand les gens vous confient ce genre de choses, pour un écrivain, c'est vachement éclairant. Beaucoup de gens qui habitent ici ne le comprenaient pas, ce qui s'était joué. Puis le fait que la mairie de Villerue, pendant un temps, les gens du bord opposé ne l'ont pas reconnu comme leur mairie, en ont construit une à côté. Enfin, toute une série de choses comme ça. Mais ça me parlait de banlieue aussi, parce qu'en banlieue, il y a les mêmes choses. Playback, c'est un des livres qui est sur la table de notre libraire, justement, qui est publié chez Folio Policier. Toujours. Je vous ai demandé de choisir un mot et pas n'importe quel mot. Vous avez choisi un palindrome. Oui, palindrome, il y a un peuple qui s'est attaché à ce mot-là, c'est Kanak, K-A-N-A-K.
Et ça avait été une leçon pour moi quand les Kanaks ont imposé au dictionnaire français, à l'Académie française, le mot Kanak, K-A-N-A-K. Parce que le mot Kanak, ça s'écrivait C-A-N-A-Q-U-E. Et c'était considéré comme une injure. Ça voulait dire espèce de singe et tout. C'était utilisé comme ça. Quand vous prenez Hergé, Tintin, le capitaine Haddock, vous avez toutes les insultes et il y a Kanak. Il y a Kanak. Vous avez, dans Céline, l'injure Kanak. Dans Marcel Proust, il avait fondé une académie kanak parce qu'un de ses potes n'avait pas été élu à l'Académie française, José Maria de Heredia. Et donc, avec les enfants, les filles de José de Maria de Heredia, avec Pierre Réverdy, avec tout un tas, il y avait une académie kanak qui se réunissait dans les brasseries parisiennes avec Marcel Proust, et on était intégré à l'Académie kanak si on faisait la grimace la plus affreuse. Et vous avez plein de dédicaces de Marcel Proust, de la part de ton kanak préféré, et ainsi de suite. Donc, c'était l'injure la plus violente qui soit. Sauf que le mot kanak, ça veut dire homme digne, homme debout. Et quand il y a eu les accords de Nouméa, les Kanaks ont exigé que le mot kanak quitte le C kanak du dictionnaire français pour se retrouver à K. Et c'est un mot invariable, une femme kanak, K-N-A-K, des Kanaks, K-N-A-K. Et ils ont imposé ça comme revendication politique. Donc un peuple qui modifie le dictionnaire uniquement comme ça pour le fun, hein, et qui inverse la charge raciste du mot kanak, ça fait que le palindrome, pour moi, maintenant, c'est... Et le mot rêver, alors? À quoi rêvez-vous? Comment? À quoi rêvez-vous, Didier Desnaux? Mais non, mais le mot rêver, est, le mot kanak comme le mot rêver, comme tous les palindromes, c'est des mots où l'air circule. Ça, le présent, le mot écrit, avec le passé et l'avenir. C'est des mots où tout ça circule. Et donc j'avais écrit un petit bouquin chez Rue du Monde qui est farci de palindromes. Il y en a à toutes les pages. Il y a même des phrases, il y a même des phrases en palindrome. Encore Pérec, il a essayé de faire, il a fait la disparition en faisant disparaître la lettre E, ce qui a un poids symbolique qui ramène à la déportation, bien sûr. Mais il a essayé de faire un bouquin en palindrome. Donc, les plus simples, c'est un roc cornu. Quand vous l'écrivez, vous voyez que ça circule et tout. Plus compliqué, engage le jeu que je le gagne. Donc ça, pour les Jeux Olympiques, on pourrait faire un slogan, engage le jeu que je le gagne. C'est un palindrome parfait. Mais il y en a plein. Et on peut s'amuser avec les mots. Rêver, c'est aussi rêver de changer le monde. Oui, c'est Rimbaud. Rêver la vie, c'est mieux que changer la vie, quoi. Parce qu'on voit que changer la vie, ça n'a pas marché, quoi. Mais rêver la vie, Et ça, c'est quand tous les artistes, les rêveurs comme ça, sont comme un poisson dans l'eau, dans le peuple, quoi. Donc c'est des moments rares, mais ça arrive, ça arrive, quoi. Donc j'espère que c'est programmé pour bientôt, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vous ai demandé aussi une personnalité, et là je pense que j'ai vu Emmanuel Grave dans la salle, je pense que ça va lui plaire. Vous avez choisi ce personnage. Oui, ce qui joue là, c'est notre avenir. Donc, moi, je ne peux pas penser à l'Ukraine sans penser à l'Espagne républicaine. Donc, j'ai un beau-père qui était italien, viré par Mussolini, qui a rencontré une Espagnole virée par Franco et tout, et qui est comme preuve d'amour, qui est barré dans la colonne anarchiste Ascaso en Espagne, avant à la dissolution de la colonne anarchiste, de se retrouver dans la Garibaldi, la brigade internationale Garibaldi et tout. J'ai connu pas mal de brigadistes comme ça, ma mère qui travaillait dans les cantines d'Aubervilliers, qui était une prolote, elle disparaissait des fois 15 jours. Et on nous faisait croire qu'elle était malade, qu'elle était à l'hôpital, qu'on ne pouvait pas aller la voir. Donc
on a passé une enfance en se demandant quelle maladie mystérieuse avait notre mère. Et en fin de compte, elle partait en Espagne et elle faisait partie d'un groupe comme ça de militants communistes qui passaient des valises, qui faisaient semblant d'être amoureuse d'un type qui devait passer la frontière et tout. Et elle a fait ça pendant des années comme ça. Donc l'Espagne, et ce qui s'est joué en Espagne avec la non-intervention, avec le lâchage de l'Espagne par l'Europe de l'époque, l'Angleterre, la France et d'autres pays et tout, ça se rejoue pour une part en Ukraine. Et puis, il y a aussi ce côté branquignol de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a tous vu le dictateur de Chaplin, où un clown fait la nique au dictateur, quoi. Et là, on a un clown qui fait la nique au dictateur. Donc, avec toutes les contradictions qu'il y a dans l'histoire ukrainienne et tout, il faut pas les éviter, il faut les prendre de plein fouet et tout. C'est les mêmes qu'il y avait en Espagne avec les staliniens qui ont flingué les libertaires, puis les libertaires qui ont été flingués des bonnes sœurs par centaines et tout. Il faut affronter la vérité de ce qui s'est joué là, et affronter la vérité des débordements qu'il y a eu en Ukraine. Mais la solidarité avec ce pays qui est en train de se faire flinguer pour nous, comme ça, c'est une nécessité absolue, quoi. Le sens de l'engagement, le sens du sacrifice, c'est aussi ce qui vous plaît dans cette personnalité? Mais ils veulent pas être sacrifiés, c'est ça. Ils ont pas le choix. Donc en Espagne, ils n'avaient pas le sens du sacrifice. Ils n'avaient pas envie d'aller se faire tailler en pièces, comme Manouchian n'avait pas envie de mourir. Il avait envie de retrouver Méliné. Il avait envie d'écrire de la poésie. Il n'avait pas envie de finir sur un poteau. C'est vraiment la dernière chose qu'ils souhaitaient. Et eux, c'est pareil. La dernière chose qu'ils souhaitent, c'est de se prendre une bombe planante sur le coin de la figure, ou pour les femmes de se faire violer par les soudards, quoi. Donc là-dessus, pour moi, c'est indiscutable. La solidarité avec ce pays, elle est totalement indiscutable, au-delà de tout ce qui peut gêner, quoi. La transition, évidemment, elle est toute trouvée entre Zelensky et Manouchian. L'entrée au Panthéon, vous étiez là, et vous êtes là depuis longtemps pour Missak Manouchian. Comment l'histoire de ce personnage est arrivée dans votre vie, Didier? Alors, il est arrivé Aubervilliers, c'est une ville où il y a eu beaucoup de résistance, et la moitié des noms des rues portent les noms de gens qui ont été fusillés. Donc, c'est comme ça. Et dans mes classes, quand j'étais gamin, il y avait des copains et des copines qui portaient les noms des gens qui avaient été fusillés. Donc, moi, je suis né en 49, il y avait ça. Mon grand-père a été maire communiste de Stein, et c'était quelqu'un, il a bossé pendant toute sa vie politique avec Charles Tillon, qui est le fondateur des Francs-Tireurs et Partisans, donc qui était le chef de Missak Manouchian. Ma mère considérait Charles Tillon comme un oncle. Il était toujours fourré à la maison, à manger avec lui, et tout. Donc, il y a cette proximité. Et puis, il y a un truc, c'est que quand j'étais animateur culturel à Aubervilliers, il y avait l'adjoint à la culture de l'époque, Jacques Ralit. Il m'avait confié en 1974, donc ça remonte. Non, pas 74, 77. Il m'avait confié l'organisation des festivités pour l'inauguration du gymnase Manouchian. Et donc j'avais organisé tout un tas de trucs, il y avait de la musique, il y avait des expositions, il y avait plein de choses. Et j'avais contacté et fait venir une petite dame qui était arrivée avec son petit sac et tout, et qui s'appelait Méliné Manouchian. Et donc, le 21 février 77, j'ai passé quelques heures avec Méliné Manouchian. Donc voilà, ça marque ce genre de choses.
Et donc, j'avais toujours eu le projet d'écrire sur Missak. Et j'ai mis plus de 20 ans à me jeter dans l'aventure. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais lu des dizaines et des dizaines de bouquins autour de Missak Manouchian. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis retrouvé totalement à court de munitions. C'est-à-dire que j'avais l'impression de recycler ce qui avait déjà été écrit comme ça. J'apportais vraiment rien de nouveau, à part un point de vue. Dès le départ, je m'étais dit comment Missak Manouchian, il est enfermé dans sa mort et dans son sacrifice, alors que le sens de sa vie, c'est pas du tout ça. Dans sa dernière lettre, il dit un truc à Méliné, il lui dit « Quand je ne serai plus là, tu feras paraître mes poèmes qui méritent encore d'être lus. » Ce qu'il veut, c'est être lu. Et ce qui est important pour lui, c'est pas c'est pas le sacrifice et tout, c'est que vive encore sa poésie. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, je voulais rendre hommage au poète et donc à l'artiste. Et ça, c'était quelque chose qui était totalement négligé. Il n'existait pas en tant qu'artiste. Et donc, j'ai commencé à creuser et je trouvais assez peu de choses. Et il y a eu quelque chose de miraculeux, c'est qu'on était en 2007-2008, il y avait une exposition sur la résistance arménienne dans un petit musée qui était au-dessus de la gare Montparnasse, qui s'appelait le musée du général Leclerc. J'y suis allé, et là je suis tombé en arrêt devant un tableau représentant Missak Manouchian torse nu, un tableau incroyable, un type extrêmement sportif, avec les tablettes de chocolat et tout, Missak Manouchian, on ne le voit pas comme ça. Et il était signé, le tableau, il était signé en 1928 ou 29, et il y avait que le prénom Krikor. Il n'y avait pas le nom, c'était effacé. Je suis allé voir la direction du musée en disant d'où sort ce tableau. Et on me dit c'est un tableau d'une certaine Katia Guiragossian, collection particulière. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé une Katia Guiragossian qui travaillait au service des sports d'Antenne 2, France 2. Il y avait son email, j'ai écrit en disant voilà, je suis écrivain, je travaille sur Missak Manouchian, il y a un tableau qui représente Missak Manouchian, il paraît qu'il vous appartient, et tout et tout. Quelques temps après, j'ai reçu un coup de téléphone de cette Katia Guiragossian qui me dit je suis la petite nièce de Missak et de Méliné. On s'est rencontrés et au bout de 3-4 rencontres, elle me dit dans la pièce d'à côté de l'appart à Paris, à côté de l'hôpital Saint-Louis, j'ai toutes les archives de Missak et de Méliné. Personne ne les a jamais vues. Elle avait une trentaine d'années et elle me dit je suis incapable de plonger là-dedans tellement la densité de l'histoire est étouffante. Est-ce que vous accepteriez de regarder, de lire et tout, et de me dire ce qu'il y a là? Et donc j'ai plongé dans des trésors absolument incroyables. Et là, j'ai découvert énormément de choses sur Missak Manouchian, sur les gens qui l'entouraient, sur toutes les revues qu'il a créées, sur sa poésie, et qui bouleversait totalement l'image de Missak. Et donc, j'ai écrit le roman Missak, qui restitue la véritable personnalité de Missak Manouchian. Je disais tout à l'heure qu'on avait commencé la saison avec Jean-Pierre Sakoun. Katia Guiragossian aurait dû venir, mais elle était plongée justement aussi dans son film qui vient de sortir maintenant. Dans cette soirée avec Jean-Pierre Sakoun, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site, puisqu'on enregistre tout, il y avait un extrait de vous disant quelque chose sur la poésie, sur le besoin notamment de Missak quand il vient en France, il vient dans le pays de la poésie. Et j'y pense d'autant plus que je parlais tout à l'heure d'Omar Youssef Souleiman. Quand Omar Youssef Souleiman décide de quitter la Syrie, de partir, il a en tête le poème de Paul Éluard, Liberté, et Manouchian veut venir en France et veut être français, comme Omar l'est aujourd'hui, pour ça, pour la poésie. Oui. Missak, toute sa famille disparaît dans un génocide commis par les Turcs. Il arrive
il y a 2 frères qui vont mourir aussi. Il arrive dans une institution chrétienne au Liban, et là, qui est administrée un petit peu par la France aussi, et il a un institut qui va lui apprendre l'histoire littéraire française, l'histoire des Lumières, de la Révolution, et à partir de 10-11 ans, il n'a plus de pays, l'Arménie a disparu, il fait véritablement le serment de devenir poète à Paris. Mais c'est absolument fascinant, on a les éléments. Et il apprend en même temps la menuiserie dans son orphelinat, et on sait aujourd'hui qu'il a truqué sa date de naissance. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il était parti à 18 ans du Liban, il est parti à 15 ans. Donc il a magouillé ses papiers. Et quand il prend le bateau pour Marseille, il arrive à Marseille, il travaille au chantier naval de la Seine-sur-Mer. Ensuite, il va monter à Lyon, c'est le trajet des Arméniens, et il va arriver à Paris, il va travailler chez Citroën. Et il travaille chez Citroën, il va être licencié, et après, il fait tout un tas de petits boulots. Et le principal petit boulot qu'il fait, comme c'est un type extrêmement sportif, il devient modèle pour tous les peintres et les sculpteurs de Montparnasse. Mais pour des dizaines et des dizaines de peintres et de sculpteurs. On vient de retrouver la liste. Donc il va falloir aller chercher dans les œuvres des sculpteurs et des peintres ceux qui ont rendu compte du corps de Manouchian. On risque d'avoir tout un tas de surprises. Et il a un pote qui est peintre, qui s'appelle Krikor Bebikian, celui qui a fait le tableau que j'ai vu. Et il a un autre pote qui s'appelle Atmadjian, qui est poète lui aussi. Et tous les trois, ils vont fonder des revues arméniennes. La première, elle s'appelle Chang, ce qui veut dire effort. Après, il y aura Metchagouit, culture et tout. Donc, ils recréent une nation arménienne à Paris, avec d'autres qui vont réussir à faire venir des caractères arméniens pour imprimer des revues arméniennes au début des années 20 à Paris. Et ça, c'est fait par des gens qui crèvent la faim, qui crèvent véritablement, vraiment la faim. Et donc, il va y avoir ça. Et Missak va, c'est un personnage extrêmement moderne, c'est un personnage totalement ubérisé. Il fait des petits boulots, il travaille dans des épiceries, toute une série de choses comme ça, pour avoir l'esprit libre, le corps pas trop fatigué, pour passer ses nuits à traduire Baudelaire, à traduire Hugo, à traduire Rimbaud aussi se met le défi, pour être publié dans les revues arméniennes. Il y a bien sûr les livres. On trouve aussi dans les archives visuelles sur Internet une intervention que vous avez faite au Banquet de la Grâce il y a quelques années, où vous racontez le personnage de Missak Manouchian. J'aimerais juste que vous, et on va passer à la suite, que vous racontiez juste cette petite anecdote que vous m'avez racontée tout à l'heure à table sur le dernier acte de résistance et d'amour de Missak Manouchian. Juste avant, un truc qui a été découvert là, au mois d'octobre, on travaillait sur la bande dessinée avec Denis Péchanski, l'historien Denis Péchanski. Il retrouve dans les archives de l'armée une demande de naturalisation de Missak Manouchian. En fin de compte, il y en a eu deux. La première en 1930, Missak Manouchian, il est domicilié au 46 rue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry. On ne savait pas qu'il avait habité là. Il y a habité pendant 2 ans et demi. Et Denis Péchanski a habité rue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry quand il était gamin. Donc il se dit, j'habitais en face de Manouchian. Il téléphone à son frangin en disant, qu'est-ce que c'était que le 46 rue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry? Et son frangin lui dit, tu veux parler du kolkhoz? Et là, il dit, c'est quoi le kolkhoz? Et en fin de compte, au début des années 30, il y avait un architecte communiste tuberculeux qui sortait du sanatorium et qui a créé une utopie, la Cité Nouvelle. Il a loué une grande villa avec 20 chambres et il voulait que des jeunes ouvriers profitent de l'air pur en sortant du sanatorium, lui, et il avait créé à l'intérieur une salle de bibliothèque, une salle de conférence, des jardins pour faire du sport.
Et il avait passé de la publicité dans les journaux syndicaux pour que des jeunes ouvriers intéressés par la culture viennent être colocataires de son utopie. Et le copain de Missak, le peintre Krikor Bébikian, dit à Missak, c'est fait pour toi, tu devrais y aller. Missak y va, et il loue une piole, et il va habiter pendant 2 ans et demi à la Cité Nouvelle, ce que les gens du coin appelaient le kolkhoz, qui était un endroit... La femme de l'architecte tuberculeux communiste était une jeune juive dont les parents avaient créé un kibbutz au bord du lac Tibériade. Donc l'idéologie, c'était une idéologie communiste, kibbutzine, basée sur le végétarien et sur le naturisme. On tombe là-dessus. Mais tout ça, c'est vérifié. Et Missak Manouchian a habité là. C'est-à-dire que le personnage, la proximité qu'on a avec lui et tout, et puis le fait qu'il n'y ait rien qui contredise l'humanité de Missak Manouchian, c'est un personnage vraiment incroyable, exceptionnel. Il est dans un truc pré-hippie, quoi, en gros, comme ça. Donc voilà, il y a ça. Mais des découvertes comme ça, il y en a tout un tas, et qui bouleversent complètement l'idée qu'on avait. Et le dernier acte, voilà. Pour en arriver à ça, c'est que la dernière lettre de Missak, le facsimilé, il est là dans la bande dessinée, les autorités nazies obligeaient les fusillés à écrire uniquement en français. Si un étranger possédait pas l'écriture française, il n'y avait pas de dernière lettre, ou alors c'était sous la dictée qu'un copain qui écrivait en français sous sa dictée. Et donc, Missak écrit sa dernière lettre en français, il possède vraiment très très bien le français, qu'il a appris au Liban, et il signe même en français, il traduit Missak, il traduit en Michel. Et juste à côté, c'est jamais retranscrit, il y a une espèce de gribouillis. Moi, je l'avais déjà vu 100 fois ce gribouillis, et je n'avais jamais fait vraiment attention. Et j'ai demandé à Katia Gaussian, je dis, mais qu'est-ce que c'est que le petit truc à côté de sa signature? Donc, le dernier mot qu'il écrit de sa vie avant de signer. Et elle se marre et elle me dit, il y a marqué Janit. Je dis, mais ça veut dire quoi, Janit? Elle me dit, c'est de l'arménien, et ça veut dire ton chéri. Et c'est le dernier mot écrit par Missak Manouchian. C'est un mot de résistance, c'est un mot d'amour. Et ça résume complètement le personnage. Et ça, on n'y a pas fait attention pendant des dizaines d'années. Ça fait 80 ans. On n'y a pas fait attention. Pour vivre pleinement, pour palpiter de vie, pour être une créature vivante, ce qu'il doit être, il est bon que l'homme se trouve ébloui par la vie et illusionné par les sens. Ça aurait pu être du Missak Manouchian, mais c'est le livre de l'écrivain, enfin, c'est l'écrivain dont vous avez choisi le livre, c'est Jack London. Oui. Moi, un des regrets de ma vie de lecteur, c'est d'avoir lu Martin Eden à 23 ou 24 ans. C'est un bouquin qu'il faut lire à 17 ans, quoi. Donc, je crois que j'aurais écrit plus tôt si j'avais lu Martin Eden avant, parce que c'est un livre qui vous décontracte sur le geste d'écriture. Et c'est les écrivains qui me parlent vraiment, c'est-à-dire ceux qui ont une œuvre exigeante qui est en résonance avec leur existence et la manière dont ils se sont tenus dans la vie. Moi, j'ai besoin de ça dans beaucoup d'écrivains. Il y a des écrivains qui m'impressionnent, mais qui ont une vie assez minable, quoi, et des manières de faire face aux événements pas très bien. Là, je lisais un bouquin de 10-18 sur... alors c'est le nom d'un jeune noir qui a été tué en 1955 en résonance avec Rosa Parks et tout. Bob Dylan a fait une chanson sur lui et tout. Et il y a un livre de 10-18 qui a été le type qui a créé le site et la revue Retro News qui a écrit ça. Et dedans, il montre comment en 55, tout un tas de gens, ce meurtre de ce jeune noir a bouleversé l'Amérique et tout, et a été l'accélérateur de la prise de conscience de Rosa Parks et de Martin Luther King.
Thiel, il s'appelle TIL, et puis Emre Thiel ou un truc comme ça, le nom. Et dedans, la famille de Emre Thiel va voir Faulkner pour lui demander de les aider et tout. Et la manière dont Faulkner se défile et produit même des textes absolument abominables sur ça. Bon voilà, Faulkner, il est au Panthéon pour moi, mais il est pas, dans sa vie, il n'est pas à la hauteur de l'œuvre qu'il a laissée. Tout à l'heure, je parlais de Marcel Proust, qui est un écrivain absolument immense. Il était de son temps en même temps. Il était précurseur sur certains éléments, sur les Kanaks et sur l'Académie kanak. Il est à vomir, hein. Il est vraiment à vomir, Marcel Proust. Jack London, il n'y a rien qui est en discordance avec son écriture, même ses folies, le Snark, son bateau, qui a échoué aux Nouvelles-Hébrides et en Nouvelle-Calédonie. On retrouve des traces du Snark dans l'océan. Il a fini sa vie là-bas, le bateau. Donc c'est ça qui m'intéresse aussi, quoi. On va finir par y arriver en Nouvelle-Calédonie. Il y aura un temps évidemment pour les questions tout à l'heure, juste après justement le petit voyage en Calédonie, en Kanaki. Il y aura des questions, la place pour les questions du public, parce que je sais qu'il y a ici dans cette salle des compresseurs beaucoup de lectrices et de lecteurs depuis longtemps de vos livres, Didier. Je vous ai demandé donc un lieu et vous avez choisi ce lieu en Kanaki. Oui, quand je suis allé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, j'ai atterri en Kanaki, dans la province nord. Et la manière dont je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'avais mis un petit bout d'orteil en Nouvelle-Calédonie au moment des événements. Donc au début des années 80, quand ça avait commencé à chauffer véritablement, il y avait un groupe de jeunes Kanaks qui avaient été arrêtés et qui avaient été transférés dans la minute en métropole. Et ils étaient arrivés de l'été kanak à l'hiver français dans la prison de la Santé. Ils étaient en short, en claquettes, comme ça. Et il y avait eu un appel qui avait été lancé par le journal de la LCR Rouge à la solidarité avec les Kanaks mis en prison. Et donc j'avais parrainé un Kanak en prison. J'avais répondu à l'appel et tout. Et donc voilà, j'envoyais de quoi cantiner, tout un tas de trucs à ce Kanak, voilà. Et ensuite, il y avait eu un festival du polar à Grenoble, et j'avais fait la connaissance du type qui organisait ça, qui s'appelait Jean-François Jeff, qui était devenu un ami extrêmement proche, et il avait disparu de la circulation quelques années après. Et des années bien, 10-12 ans plus tard, je reçois un coup de fil de ce Jeff qui me dit « Allô, c'est Jeff ?» Je dis « Mais t'as disparu et tout hein ?» Il me dit « Ma vie a explosé et tout et tout. » Donc je suis parti le plus loin de France où on peut aller sur la planète, et c'est la Nouvelle-Calédonie, 20 000 kilomètres. Et il était bibliothécaire à Grenoble, et il s'est retrouvé bibliothécaire à Nouméa. Et il me dit, voilà, je suis bibliothécaire à Nouméa, je dirige la bibliothèque Bernheim de Nouméa, et je me suis aperçu en arrivant que ce n'était pas la bibliothèque de Nouméa. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'était la bibliothèque de Nouvelle-Calédonie. Et depuis qu'elle existait, il n'y avait aucun travail qui était fait vers les lecteurs kanaks. Donc c'était la bibliothèque de la Bonne Société de Nouméa. Il dit donc la première chose que j'ai fait j'ai fait de la formation de bibliothécaire kanak. Et comme il n'y avait pas de bibliothèque dans toute la province nord, j'ai créé un réseau de cases-bibliothèques. C'est-à-dire que quand il y a des fonctionnaires qui prennent leur 4x4 pour aller sur les pistes, je leur mets 50 bouquins
Et j'ai des relais, alors ça peut être un temple, ça peut être une église, une école, une mairie, une épicerie et tout. Et il a fait un réseau gratos, comme ça, de présence du livre. Il me dit, est-ce que tu accepterais d'être le premier écrivain à venir faire le tour des cases bibliothèques dans la province Nord? Et il me dit, je peux te payer le billet aller-retour, et sur place, tu seras accueilli par le maire, par le curé, par le pasteur, par le militant du PALICA, du FLNKS et tout et tout. J'y j'arrive. Et donc je suis parti un mois et ça a été une expérience absolument incroyable. Et je suis arrivé à Tendo, qui est un endroit absolument incroyable où il n'y avait pas l'électricité, pas l'eau courante et tout, et qui fonctionnait comme une utopie où il y avait un restaurant collectif qui était tenu par les femmes de Tendo. J'ai écrit des histoires qui se passent à Tendo quand j'étais sur place comme ça. Et puis les enfants de Tendo, ils allaient à l'école tous les jours à Yengen, qui est à 25 km en contrebas au bord de la mer. Et les 25 km, c'était 1h30. 1h30 tous les matins. Et 1h30, 3 heures de trucs cahotants comme ça pour aller à l'école et tout. Et les gens circulaient là, à cheval, avec le sabre d'abbati, le fusil, les dreadlocks, le joint et tout et tout. Donc c'est un endroit absolument incroyable qui m'a énormément marqué. Et puis une chose aussi, c'est quand je suis parti de là, donc j'étais parti vers 4h, 5h du matin, une partie du village était là pour mon départ. Je repartais en métropole par la Tontouta, l'aéroport. Et ils m'ont fait une coutume. C'est-à-dire qu'ils m'ont offert un objet rituel kanak qui s'appelle une monnaie. Donc c'est un fil avec tout un tas d'objets rituels. Il y a des dents de certains animaux, il y a des arêtes, il y a des pierres, il y a des coquillages, il y a des plumes et tout. Et tout est enroulé comme ça dans un étui végétal. Et quand j'en ai parlé à Jeff, je dis on m'a offert une monnaie kanak. Et il m'a regardé, il me dit mais c'est extrêmement rare, c'est quelque chose qui circule uniquement à la mort d'un chef, au mariage d'une fille, d'un chef, et ainsi de suite. Il dit très très peu de gens en ont. Je dis mais qu'est-ce que j'en fais? Il me dit si un jour il y a un événement très important dans ta vie lié à la kanaki, comme c'est une monnaie, le terme de monnaie c'est que ça doit circuler. Donc c'est pas l'argent, c'est la circulation. Il me dit si jamais tu as quelque chose de très important, il faut que tu le refasses circuler. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous lié à la kanaki, très très important. Et donc je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un, je mets la monnaie kanak dans ma poche. Si la personne est à la hauteur, je lui donnerai, je ferai une cérémonie kanak. Si je tombe sur un connard, je la laisserai dans la poche. Bon. Et je me suis retrouvé après après la parution de Cannibal. J'avais retrouvé le fait qu'un des cannibales exposés, des faux cannibales exposés derrière les grilles du zoo en 1931 s'appelait Carambeu et que c'était l'arrière-grand-père de Christian Carambeu. Et après la parution, j'avais envoyé le bouquin à Carambeu au Real de Madrid, juste avant la Coupe du Monde de 98. Il gagne la Coupe du Monde de 98 et j'avais laissé mon numéro de téléphone sur le bouquin avec une petite explication et tout. Et après la Coupe du Monde, il m'a téléphoné en me disant « J'ai reçu votre livre et tout, je suis en France à Clairefontaine, est-ce que vous voulez qu'on se rencontre à Clairefontaine et tout ?» Donc on prend rendez-vous et je me suis pointé à Clairefontaine juste après la Coupe du Monde, il y avait un match contre les îles Féroé, ils s'entraînaient à Clairefontaine. Je me suis retrouvé avec l'équipe de France et après l'entraînement, je me suis retrouvé avec Christian Carambeu. Donc je lui ai montré des photos, tout le travail de recherche que j'avais fait. Donc il m'a expliqué ce qu'il en était de sa famille, de son arrière-grand-père qui avait été exposé et tout et tout et tout. Et je suis tombé sur un type exceptionnel. Et à la fin de l'entretien, on était à 2 doigts de se saluer. Je lui ai dit c'est pas fini. Et je lui ai fait une coutume kanak. J'avais un morceau de manou, de tissu kanak. Donc il me regardait éberlué comme ça. Et j'ai sorti la monnaie.
Et donc, je lui ai expliqué d'où elle venait et je lui ai filé la monnaie kanak. Et il m'a donné son nom kanak, donc il ne s'appelle pas Christian Carambeu, il a un prénom et un nom kanak. Il était extrêmement ému, surtout qu'il me dit la tribu à laquelle j'appartiens, elle était à Kanala, et la tribu s'est divisée en deux, et la partie de la tribu à laquelle j'appartiens est partie sur l'île, une des îles Loyauté qui s'appelle Lifou, et on avait une monnaie kanak qui est restée à Kanala, et on n'en a pas à Lifou, et donc ce sera la monnaie kanak de Lifou. Donc voilà, c'est Tendo, quoi. C'est des choses. Ouais. C'est comme Fatima Bédard, c'est comme Manouchian. La littérature, c'est comment à rencontre. Dès l'instant où vous travaillez sur le réel, il vous laisse pas tranquille, quoi. Il vous fait payer le prix. Bon, là, c'est du prix agréable. Là, Fatima Bédard, c'est lourdingue et tout. Comment pour Missak, c'est la rencontre avec Katia, c'est ça. Et puis là, c'est la rencontre avec Tendo, quoi. Un des livres qui est le plus lu d'Héninx, c'est Cannibale, justement. Oui, voilà. Les élèves, tout à l'heure, au collège, avaient tous lu Cannibale et ils vous ont posé la question que j'ai envie de vous poser. Quel regard vous portez sur ce qui se passe, sur les derniers événements, qui sont un peu des événements qu'on retrouve aussi dans Cannibale, dans vos livres? Bah oui, le livre, il se passe sur un barrage avec des jeunes révoltés qui ont la calache et tout, et qui font n'importe quoi. Et un vieux kanak gosséné va leur raconter son histoire à l'exposition coloniale et leur dire que s'il est toujours parmi les vivants, c'est qu'il a trouvé la solidarité d'un blanc anticolonialiste. Et donc, que si l'indépendance, c'est faire aux Blancs ce que les Blancs ont fait aux Mélanésiens, ils vont dans le mur, quoi. Tout ça, donc c'est ce que raconte Cannibale, ça raconte ça. Ce qui se produit actuellement, moi j'ai écrit ce bouquin il y a 26 ans, c'est que les enseignements n'ont pas été tirés de l'histoire qui lie la France à ce territoire. C'est-à-dire que quand la France est arrivée en Nouvelle-Calédonie, il y avait 60 000 Kanaks qui habitaient la Nouvelle-Calédonie, et il y a les colonisateurs qui sont arrivés avec les missionnaires, les protestants au sud, les chrétiens, les catholiques au nord, et la colonisation s'est faite de cette manière, avec 60 000 Kanaks. Et on a créé une colonie de peuplement avec un bagne. Hein, le projet, c'était de transférer les classes dangereuses et de les mettre en Nouvelle-Calédonie et en Guyane par la suite. Donc c'est une colonie de peuplement faite avec des matons et des gens qui avaient été condamnés. Quand on prend une autre date, parce qu'on a les chiffres, on est en 1917. 1917, on est passé de 60 000 Kanaks, 20 000. 20 000. C'est-à-dire, le peuple kanak est en phase de disparition, comme en Tasmanie. En Tasmanie, il y a eu un génocide complet de la population aborigène dans la grande île d'Australie et tout. 90% des habitants des îles Salomon, des Nouvelles-Hébrides, sont morts après la colonisation. Ça a été les guerres, mais surtout les virus. Ce qui a précédé le Covid-19, c'est la variole, c'est la tuberculose, c'est tout ça. Ça a tué les populations mélanésiennes à 90% en Australie, partout. Donc, on est dans un peuple en voie d'extinction. Et qu'est-ce que fait la France en 1917 ? C'est qu'elle prélève plus de 1500 jeunes Kanaks, alors qu'ils ne sont pas français. Ils sont des indigènes, pour les envoyer dans les tranchées de 14-18, où il y en a 36% qui vont mourir. Donc on accentue encore le prélèvement des vies kanaks. Donc c'est ça l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. En plus, c'est un peuple qui est sous le code de l'indigénat, avec un impôt de capitation, non pas sur le travail, mais sur le fait simple d'exister.
Les Kanaks habitent au bord de la mer parce que c'est là où il y a les terres riches qui donnent véritablement du végétal. C'est un peuple qui vit sur le poisson et il n'y a pas de mammifères, c'est le poisson et le végétal, les ignames et ainsi de suite, le taro et tout. Et on les envoie, on les déporte dans les chaînes de montagne, où là, on ne peut plus cultiver, pratiquement pas, où ça devient extrêmement, extrêmement compliqué. Et on les met en tribus. Et les tribus sont délimitées, et les Kanaks n'ont pas le droit de sortir de leur tribu, de leur réserve. Aujourd'hui encore, on appelle les entités géographiques administratives les tribus en Nouvelle-Calédonie en 2024. Et si un Kanak, pour aller voir un parent mourant, sans autorisation, fait 20 km pour aller dans la tribu d'à côté, il est arrêté, condamné, et il est condamné à quoi? À du travail forcé. Ça va durer jusqu'en 1947. Jusqu'en 1947, travail forcé, 15 jours où il va aller travailler dans les plantations. Des gens qui, même pas dans le public, dans les plantations privées. Paul Neyaoutin, qui est le président kanak de la province Nord, il me dit, moi, quand j'étais à l'école, et qu'il y avait des punitions, lui, c'était dans les années, fin des années 50, début des années 60, il dit, quand je faisais des conneries à l'école et tout, on me punissait et j'avais 2 jours ou 3 jours de travail forcé pour aller réempierrer le chemin. Donc ça a perduré. Alors l'indigénat a été supprimé, aboli par le général de Gaulle en Nouvelle-Calédonie, avant l'Algérie, avant d'autres colonies, tout simplement parce que la Nouvelle-Calédonie a été le premier territoire à rejoindre la France libre. Donc il y a eu un geste du général de Gaulle pour abolir le code de l'indigénat et ce travail forcé. Donc tout ça, ça pèse. C'est-à-dire, ce qui a mis le feu aux poudres, là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre. C'est que quand il y a eu les accords Nouméa, en 1988, on a gelé le corps électoral. C'est-à-dire tous les gens qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie, venant de métropole, n'avaient pas le droit de vote, parce que sinon ça faisait un déséquilibre vis-à-vis de la population kanak. Mais ça, quand Michel Rocard fait ça avec ses conseillers, il se souvient du presque génocide qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie entre 1850 et 1930. Il a conscience de ça. Et donc ça tient compte de cette histoire. Donc c'est une dérogation aux lois de la République, mais une dérogation nécessaire. Et là, sans aller sur place, sans discuter, sans rien du tout, il y a des technocrates, des conseillers de Darmanin et tout qui vont mettre le feu aux poudres sans savoir la charge historique, la charge humaine qu'il y a sur cette question. Les accords de Nouméa, on s'en rappelle pas, mais ça a été une intelligence politique en dérogation des lois de la République. Quand Rocard y va, il a envoyé un émissaire qui s'appelait Christian Blanc. Et Christian Blanc lui dit, c'est un pataquès, on s'en sortira pas en Nouvelle-Calédonie sans discuter avec le Sénat coutumier. Ça n'existe pas dans la République. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est une instance qui est reconnue, mais ça n'existait pas. Et Christian Blanc lui dit, tous les chefs coutumiers kanak sont adhérents à la franc-maçonnerie, au Grand Orient pour la moitié, ou à la Grande Loge pour l'autre moitié, droite et gauche. Ils sont tous ou catholiques papistes ou protestants. Donc la négociation des accords Nouméa se fait avec Michel Rocard, mais il y a le pasteur Stewart qui est là aussi, qui négocie. Il y a les représentants des loges maçonniques qui sont là. Il y a les représentants de l'Ustiger, de l'Église catholique. Et donc, la négociation, elle va se faire à tous ces niveaux-là, avec toute l'histoire kanak, et l'histoire caldoche, l'histoire des bagnes, et ainsi de suite. Et c'est une intelligence politique de tenir compte de tout ça et de se dire, on est dans un endroit où les lois de la République doivent s'exercer, où la réalité historique nous oblige à passer par des chemins qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Mais c'est la même chose à Mayotte.
qu'à Mayotte, comment on applique stricto sensu les lois de la République et tout. Mayotte est en feu dans les 24 heures. Donc il y a cette intelligence politique qui a fait fortement défaut aujourd'hui, et avec une jeunesse kanak qui est complètement, pour une partie de la jeunesse kanak, qui est partie des tribus, qui est en dehors des autorités de la famille, en dehors des autorités coutumières, en dehors des autorités politiques du FLNKS et en dehors des autorités de la République. Donc là, on a une partie de la jeunesse qui est extrêmement aventureuse et tout, et personne n'a de poids. Et puis de l'autre côté, une partie des caldoches comme ça, une partie radicalisée et extrêmement montée contre cette jeunesse et contre l'indépendance. Donc on a deux partis comme ça, et ceux qui en font les frais, c'est tous les Kanaks qui sont pour un destin commun avec une grande partie des caldoches qui considèrent que la vie en Nouvelle-Calédonie se fera avec la partie kanak, quoi. On va prendre les questions du public. Je voulais juste une dernière question parce qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Quand on relit ce roman, enfin quand on lit le roman noir de l'histoire, on revisite pas seulement 40 ans d'écriture, mais aussi toute notre histoire, les évolutions. On parlait le fait que Papon ait été un jour jugé, on parlait de l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, des moments de bascule où voilà, il y a une prise de conscience collective, le travail des écrivains, des historiens. Vous me racontiez tout à l'heure que au moment de la cérémonie sur le 17 octobre, Macron vient vous voir en disant « j'ai lu votre livre ». Là, il n'a pas lu Cannibale, donc, pour l'instant. Oui. Oui, c'était je l'ai rencontré 2 fois comme ça. Donc c'était le 17 octobre, c'était au bord de la Seine, au pont de Beson, il y a eu une cérémonie où il a reconnu officiellement la responsabilité de l'État français dans le massacre du 17 octobre. Et il y avait Benjamin Stora, il y avait toute une série de gens qui ont œuvré pendant des dizaines d'années pour la mémoire du 17 octobre. Et en me serrant la main, il me dit j'ai lu votre livre quand j'étais lycéen. Donc c'était assez curieux, mais bon, voilà, ça, peut-être qu'il y a eu un moment comme ça. Mais c'est le premier président qui est dégagé complètement de l'histoire de la colonisation. C'est-à-dire que Charles de Gaulle était en plein dedans. Mitterrand, ça a été quand même le ministre de la Justice qui a envoyé une quarantaine de patriotes algériens à la guillotine. Donc il a une relation à la colonisation qui est lourde. J'ai une thèse comme quoi l'abandon de l'abolition de la peine de mort, c'est une manière d'abolir aussi une partie de sa biographie avant de se présenter devant le grand architecte. Ensuite, on a eu Chirac, qui a été admirable pour la reconnaissance de la rafle du Veldiv et de la responsabilité de la France dans les persécutions. Mais c'était quand même quelqu'un qui était membre d'un commando de chasse pendant la guerre d'Algérie, donc il a ce lien direct. Sarkozy, lui, c'était le rideau de fer et l'affrontement, la Hongrie et ainsi de suite. Et puis ensuite, on a Hollande, dont le père était quelqu'un qui épousait fortement les thèses de l'OAS. Et on est avec Macron dans sa politique sociale et quelque chose qui est vraiment extrêmement agressif et rétrograde. Mais sa politique mémorielle, il y a la reconnaissance de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Il a reconnu que Maurice Audin, le mathématicien, a été assassiné par les parachutistes. Il est même allé voir la veuve de Maurice Audin dans son HLM de Seine-Saint-Denis quelques mois avant sa mort. Il a reconnu que les services secrets français ont assassiné pas mal d'avocats du FLN pendant la guerre. Il a reconnu le 17 octobre. Et puis Manouchian, il y a eu des gouvernements de gauche comme ça qui auraient pu faire le boulot.
Jospin, par exemple, je crois qu'il a eu des responsabilités, j'ai l'impression. Et tout. Il y en a eu d'autres. Hollande, j'ai rencontré Hollande pendant un après-midi complet avec des historiens quand il était président. On l'a convaincu comment on a cru qu'on avait gagné sur Missak Manouchian, et puis il en a panthéonisé 4 d'un coup. Et il y avait 2 résistants gaullistes et 2 résistants socialistes. Et la résistance communiste qui a quand même été importante. Au Mont-Valérien, 1000 fusillés, sur les 1000 fusillés, 660 communistes. Donc, comment on peut être en opposition totale à l'idéologie communiste et puis au désastre de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, mais sur la libération de ce pays, puis ici, la résistance et tout, les communistes étaient vraiment au premier rang, et puis c'est eux qui prenaient les balles. Donc, il y avait une injustice historique énorme, et la gauche n'a pas été à la hauteur. Il faut attendre 2024 pour que l'évidence s'impose. Et la deuxième rencontre, c'était après le Panthéon. Après le Panthéon, Sakoun, Péchanski, Guédiguian et tout, on a été invités à un dîner en l'honneur de Missak et Méliné Manouchian. Et grand moment dans ma vie, quand on est arrivé dans la salle d'honneur de l'Élysée, il y avait la musique de la garde républicaine qui était là, donc les musiciens et les ténors et tout. Et en notre honneur, ils ont fait résonner l'affiche rouge dans ce lieu emblématique. C'est quand même assez incroyable d'arriver à faire résonner l'affiche rouge, Léo Ferré, Aragon, là, comme ça, et d'être en compagnie de Missak et Méliné. Donc, bon, voilà, quoi. Merci Didier Deninx, merci à vous tous.